Chers mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus en cœur. Il est considéré comme l'un des pionniers du monde du pop ici à Piancy dans le domaine de la production. Il est considéré comme étant, en tout cas, l'un des porte-étendards dans le monde des labels. L'homme le plus à présenter pour tous ceux qui sont dans l'univers de la chronique musicale, dans l'univers de la culture du Congo, en tout cas l'homme le plus à présenter. L'homme se nomme, en tout cas pour les intimes et pour tous les amoureux du hip-hop, c'est El Polo Loco, Mr. Deja Deja. Bonsoir Denja. Bonsoir Majestic, mais tu n'as pas oublié le a.k.a. C'est le a.k.a. El Polo Loco. Voilà, Papi Denja, monsieur le dangereux. Poulet fou. Le poulet fou. Ouais, le poulet fou. Voilà. Ah, tu n'as pas oublié hein, en fait. Comment la santé? Ça va, on se porte un peu. Ça va. Un peu bien. Ça a l'air d'aller, on est là. Au rythme du pays et tout ça, c'est ça? Ouais, mais on fait avec, on fait avec. Tout salé là. On fait selon le pays en fait. Bon, voilà. Denja, en tout cas, comme je l'ai souvent dit, en tout cas, cette émission, pour moi, elle a d'abord, c'est vrai qu'elle a une valeur culturelle. Okay. Et lorsqu'on parle de la valeur culturelle, pour moi, l'objectif, c'est de vendre la culture du pays et notamment la langue du pays. Donc, nous avions la possibilité de parler dans la langue du colonisateur, en lingala ou en mutuba, en tout cas, de temps en temps, parce que c'est une émission assez mainstream quand même. J'aimerais que tous ceux qui nous suivent nous comprennent plus ou moins. Moi, Majestic, voilà. Ah, ça. Alors, Denja. Oui. Comme je l'ai dit d'emblée comme ça, tu es l'un des acteurs du hip-hop à Pointe-Noire, pourquoi pas au Congo, et tu es parmi les premiers, je dis bien parmi les premiers, tu n'es peut-être pas le premier, mais parmi ceux qui ont eu cette idée comme ça d'avoir un label, d'avoir une agence pour produire les jeunes. En fait, comment ça s'est fait ta rencontre, toi et le monde de la culture? Ah. Bon, ça je ne sais pas si ça c'est selon toi ou selon tes recherches, comme on est sur autopsie, je vous rappelle et tout, voilà. Majestic a zongi, donc retour ma casse. Donc, je dirais le mouvement hip-hop nous a choisi, voilà, j'ai commencé en tant que rappeur. Et je pense que ces envies, c'est nos doyens en fait, ceux qui ont précédé dans ce mouvement à cette époque. Nous on vient après la génération des Chabdio, des Manitou Kishingini. Il y a beaucoup peut-être qui ne me reviennent plus en tête et tout, donc la Zobo Sana et tout. Donc les Boderman, surtout moi, plus ou moins j'ai suivi le chemin de Silhouette Capture que je salue comme ça en passant. Je pense que Chris Lover, de là où il est aujourd'hui, qui n'est plus peut-être dans ce mouvement, dans ce qu'il a commencé en fait à cette époque-là, parce que plus ou moins je dirais, j'ai suivi beaucoup le chemin de Chris. Donc peut-être lui, je ne sais pas s'il a eu à faire du rap, ça peut-être je n'ai jamais entendu ça, il n'était pas rappeur, mais réalisateur ou infographe, à venir comme initiateur, je sais pas, de vouloir créer des labels à cette époque. Donc il y avait Silhouette Capture et enfin il n'y en avait pas vraiment beaucoup à cette époque-là. Mais Scarla Concept qui aujourd'hui existait déjà en tant que hard music. Hard music et tout. Donc Bateau la Baby Histoire, ils savent. Baby Histoire. Voilà, donc à cette époque, Silhouette Capture, Tout Feu Tout Flamme, des Boderman. Ouais, Denja, juste pour savoir. Oui. Parce que la musique hip-hop, à la base, elle est considérée un peu comme... Bon, aujourd'hui encore, elle se vend assez bien quand même dans le pays. Ouais. Mais à l'époque, elle était considérée comme une musique assez marginale quand même. Et beaucoup des parents ne voulaient pas. Déjà, être artiste musicien, en gros, dans notre pays, c'était pas du tout bien. Oui. Surtout du côté du hip-hop encore. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, comment est-ce que les parents ont fait pour accepter que tu deviennes... Est-ce que les parents, ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord? Les parents, ils n'acceptent pas en fait. Ouais. Mais on devient rebelle en fait. Déjà, tu vas remarquer, déjà le hip-hop, on dirait cette culture, c'est une culture révolutionnaire en fait. Donc nous, le rap, c'est des gens qui ont utilisé le rap comme moyen, je sais pas, d'expression pour pouvoir dire des choses qu'ils avaient peut-être enfouies en eux, voilà, qui se trouvaient qu'il n'y avait pas une liberté d'expression, mais à travers une musique. Les gens écoutaient les vérités que la personne disait et tout, voilà. Donc, qui fait que déjà, ça t'emmène plus ou moins, déjà, le rap, déjà physiquement,
montre la mentalité d'un voyou et autres et tout, par rapport à certains trucs des éthiques. Tu vas voir, par exemple, il y a certains qui sont tatoués et autres et tout. Donc moi, même pour les anciens, même aujourd'hui, je ne vois pas un parent qui accepte que son enfant puisse faire du rap. Ouais. Donc nous, on a joué les rebelles, là où pendant que tu partais parfois à l'école, dans tes heures creuses, tu te retrouves au ghetto. Voilà, donc moi, à une époque, les États-Unis, on a parlé du ghetto comme en France. Au Congo aussi, il y a eu des ghettos. Donc nous, on a suivi un peu ce chemin et tout, voilà. Donc c'est comme ça, on est tombé dans le rap, sans que les parents soient vraiment au courant que mon enfant est rappeur. Donc moi, ma maman a su que je suis devenu rappeur, c'est quand on fait un projet comme nous sommes le Congo. Et les gens, quand ils me voient, et tellement que le morceau déjà était vraiment édifiant, apprécié, parce qu'on parlait de l'unité nationale et tout, bon, les parents kiffaient et tout, voilà. Donc, et c'est ce qui fait que ma maman a adhéré jusqu'à accepter peut-être de m'appeler, un jour j'ai été surpris, ma maman m'a appelé par Dendia. Ah, voilà. Finalement. Donc elle avait compris en fait. Compris, finalement. Okay. Oui, maintenant, juste pour savoir, quelles étaient les difficultés à cette époque-là? Parce que si aujourd'hui on a des studios d'enregistrement qui fleurissent un peu c'est là, ouais. Bah tout comme un beatmaker, ceux qui ont les rap pays beatmaker, les rap pays beatmaker. Mais à cette époque-là, c'était pas aussi comme aujourd'hui. Ah, mais quelles étaient les difficultés pour enregistrer en fait? À cette époque, être beatmaker, je me rappelle, on partait chez Marcus. Chez Marcus, vers l'OCH. À l'OCH, voilà. Pour les anciens, ils connaissent le chemin de l'OCH et autres et tout, avec Marcus et le doyen Caprice que je salue comme ça, Caprice Dicon. Donc c'était le beatmaker. Hein. Donc il n'y avait pas assez de studios. Donc je pense à cette époque, il y avait Marcus et là où était Boris Misa. Oui. Je crois Net 100 Records si je ne me trompe pas et tout. Donc, et pour voir un beatmaker, c'était seulement, il fallait que ce soit seulement un doyen. Donc, tu vois, la promotion des Marcus ou bien des Caprice ou bien des Boris Misa et autres et tout. Donc, pour faire le studio, et à cette époque, le studio, je crois, était à 10 000 francs. Les chemins qu'on faisait, même pour se retrouver dans ça aussi, c'est difficile. Oui, mais à cette époque, tu étais comme assez jeune élève et tout ça là. Ouais, l'argent, c'est pas facile. Oui, évidemment. Non, comment ça se passait pour enregistrer tout ça là? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment facile, tu vois. Tous les jeunes se réveillent un bon matin. Aujourd'hui, il a un ordinateur, oui, voilà, il devient à la maison, beatmaker. Oui. Et puis, les studios, il y en a un peu partout. Partout, voilà. Mais à cette époque-là, déjà, vous étiez, l'argent, c'était pas comme aujourd'hui. Vous étiez des jeunes étudiants. Oui. Quelles étaient les difficultés pour avoir l'argent, pour être accepté au studio? Déjà qu'il y avait moins de studios, pour avoir l'espace pour enregistrer. Raconte-nous un peu, on veut savoir comment ça se passait. Bon, moi, à mon époque, déjà, quand tu partais chez Marcus, il te laissait d'abord, il devrait t'écouter en fait. Tu fasses un acapella de ton refrain ou d'un coupé de rap pour voir vraiment s'il pouvait te caler un rendez-vous. C'est plus comme aujourd'hui, là on prend n'importe qui, un Jimbo, un gars 10 000, tu passes au studio Kamarkin et tout, après demain tu t'affrontes à tout le monde à vouloir même manquer du respect aux anciens te disant que tu es rappeur et tout. Donc à cette époque, Caprice ou bien Marcus, ils t'écoutent en acapella, ils sentent que tu rappes un couplet en entier, ils sentent que c'est bon. Et à travers le refrain, c'est là où ils programment même ton instrumental et autres et tout. Donc tu t'imagines, bon, déjà moi à cette époque en solo, je n'avais pas vraiment enregistré en solo. Donc j'étais dans un projet, un groupe et on a fait des duos avec certains frangins, donc on faisait des cotisations. Donc il y avait quand même un côté bizarre. Donc ce que ta maman te donnait par exemple pour le school, ce qui est vrai, il y a une partie parfois tu carottes parce qu'on avait l'amour de la chose. Il y avait l'amour, donc il faisait que parfois tu n'as pas l'argent, tu n'as pas pu en trouver chez les parents. Ce que tu as de précieux, tu te retrouves dans la rue, tu barbes. Moi j'ai vendu des baskets par exemple pour avoir juste les sous pour faire un studio. Pourquoi pas un pont et autres et tout, pour faire un studio et tout, voilà. Parce qu'à cette époque, on ne savait pas vraiment aussi comment être coopérant. Vraiment, les copes, il y avait façon à Boubière, là où facilement tu vas retrouver un jeune peut-être qui n'a même pas encore 18 ans, mais déjà ouvrier, qui a déjà ses copes et tout. Donc, c'est un phénomène difficile à expliquer. En tout cas, Makamagezo qui n'est bien déjà. Merci beaucoup.
Les autres gagnent bien déjà. Les autres gagnent bien vraiment. Je me rends compte que l'émission vous allez bien. Comme à lobby autopsie. Voilà. Lobby autopsie. Ouais. Ouais. Maintenant, juste pour savoir, parce que tu es l'un des géniteurs, sinon le géniteur de ce projet qui a bougé le pays, qui a bougé le Congo. Nous sommes le Congo. Danja, c'est-à-dire que Mbalanga les Bosso, les Congolais ils ont du talent et voilà en faire des gens, parce que pour moi l'essence même du hip-hop à l'époque c'était des gens qui disaient des choses, tu vois, qui disaient la vérité, qui parlaient des réalités du pays, machin, tout ça là. Un peu comme aux États-Unis, un peu comme en France à l'époque avec le groupe Ayam et voilà, et c'était un peu cette idée-là que vous avez mis en place. Comment t'es venue cette idée-là? Ou comment vous est venue cette idée? Qui en était d'abord le géniteur? Si c'est vous, comment cette idée est venue? L'histoire c'est la vérité, hein. L'histoire c'est la vérité. Donc il y a beaucoup de versions, je ne dirais pas que ma version est la bonne. Je me rappelle déjà, moi à cette époque-là, bon, l'ordinateur était déjà un outil quand même de luxe. Hein. Et moi, je ne suis pas né d'une famille là où, en fait, ma maman ne pouvait pas avoir les moyens de m'acheter un ordinateur. Donc c'était déjà un très grand luxe. Donc à cette époque, naissent les cybercafés. Moi, pendant que je partais apprendre l'outil informatique dans un cyber, je tombais déjà dans les recherches déjà. Parce que je voulais vraiment réussir dans ce mouvement, être une personne. Je m'étais dit en défi que vraiment, mouvement, j'ai suivi trop de documents, les historiques des Puff Daddy. Généralement, j'ai des frangins qui aiment parfois m'appeler par le a.k.a. Puff Daddy par rapport à la production qu'on a fait à une époque et autres et tout. Voilà. Donc, ce qui fait, je suis tombé sur le retour de Bisso na Bisso avec We Are Africa. Voilà. Nous sommes le Congo, n'est pas parti de loin. Je suis tombé avec le retour de We Are Africa, d'où je suivais le making of, l'invitation des Papa Ombo au studio. Après, j'ai vu que les élections se pointaient à l'horizon et tout, voilà. Et par rapport déjà au mouvement, je me rappelle plus, c'était des élections 2010 ou 2009 et tout. Déjà, il y avait un bruit pas trop bien. Et pour sensibiliser les gens, je me suis dit que bon, aujourd'hui, s'ils ont fait We Are Africa, mais pourquoi pas nous au Congo, on peut faire, nous sommes le Congo. Et donc nous sommes le Congo pour dire qu'il ne faudrait pas vraiment qu'il y ait de la parité en fait par rapport au vote. On est neutre, on ne donne pas notre positionnement, mais nous on veut que la paix au pays, etc. Voilà. Je me rappelle, hein, pour les vétérans de DRTV, nous sommes le Congo, s'est retrouvé comme un morceau qui a été même utilisé pendant les élections de son Excellence Denis Sassou Nguesso, notre président et tout, voilà. Je me rappelle avoir suivi la descente du président, je ne sais pas c'était dans quelle localité, en hélicoptère pendant les campagnes là. Et en fond sonore, la régie DRTV a utilisé « Nous sommes le Congo » et autres et tout. Donc on ne va pas me dire que notre président n'avait jamais suivi peut-être ce reportage en retour chez lui à la maison, bien son équipe de communication. Et cette musique, il n'avait jamais peut-être écouté ça. Donc, et ou bien avant de faire valider même un document comme ça, je pense qu'on avait quand même l'autorisation de son équipe de communication. Est-ce que la chanson que nous mettons en fond sonore du document du président peut passer? Donc il y avait quand même une validation. Donc cela veut dire qu'on était tellement trop jeunes, brouillés, et les Kélibisso comme ça et tout, moi je suis tombé à des gens là où ils ont dit « Ah, mais vous avez bouffé les sous ». Il y a une rumeur qui a circulé que nous, peut-être la présidence, Bakatela Kébisso, part et tout. Donc, moi voilà. je suis côté qui, cas système. Tout ça, on ne sait pas ça. Donc même quand on s'est retrouvé Tam Tam d'or aussi, voilà. Donc c'est parti, je sors du cyber avec la boule. J'étais très proche déjà de Mixstone à l'époque. Voilà, c'est mon groupe. Comme ça en passant, voilà, Monsieur Boomboy, Banatala le 21 mai, d'ici le 21 mai, tu vas fêter l'anniversaire. Donc tu es déjà parmi les invités, autopsie et tout, voilà. En tout cas, merci donc Scala Concept, nouvel ordre musical, voilà. Donc en passant, je fréquentais déjà Mixon parce qu'on était dans un même club de cinéma, Télé Congo, Planigi et tout, voilà. Donc des affinités, on partageait déjà cette culture ensemble déjà. Je vais le voir.
Et Mixon déjà, on se retrouvait encore aussi dans la même boîte Yakala qui... Aujourd'hui c'est toujours Yakala ou bien Akalia. Je ne sais pas, apparemment il y a un moment j'avais vu que ça avait changé, mais Yakala, en 2006, en travaillant ensemble dans la même boîte, parce que c'est Mixon qui m'emmène à Yakala et tout, voilà. Donc après le morceau qu'ils ont fait tous contre le sida, j'avais vu que le moment du bro était arrivé. Le paf pour Mixon était là, ça se présentait déjà. Et c'est là où je viens, je lui propose Nous sommes le Congo. Et à la base, le refrain, on le faisait même, c'est lui qui propose le refrain. Et c'était plus ou moins rap. Voilà, je me rappelle plus et tout. Peut-être lui, comme il est encore resté vraiment dans l'art, et parfois il peut se rappeler de ce fameux refrain. Et on était dans sa chambre. C'est au studio maintenant que ça a changé, c'est arrivé un peu raga et tout, voilà, pour le mettre en avant et tout, voilà. Donc c'est comme ça est parti Nous sommes le Congo. Je me dis, j'ai eu l'idée, j'ai collaboré et on a développé cette idée avec Mixon. Donc on est deux à avoir collaboré. Ouais, voilà. Okay. Et vous étiez au nombre de combien dans le morceau? Le projet Nous sommes le Congo, bien après ça devrait être un collectif, Kimia Congo. Voilà, donc dans le collectif, dans le projet, on avait pu enregistrer, je crois, 3 morceaux. Mais bien après, tu connais le Congo. Hein? Donc, tout ça, il y a Tam Tam, Panzani. Je veux pas dire la somme, mais c'est triste, hein? C'est triste qu'on n'a pas été valorisé à ce point. Voilà. Donc, on était au moins plus de 7. Vous étiez au moins plus de 7. Plus de 7, si je me rappelle bien. Maintenant, oui. Est-ce que les 7 que vous étiez là, toi je sais que tu es toujours dans la culture, voilà pourquoi est-ce que tu es reçu ce soir sur Autopsie. Ouais. Il y avait Mixton qui est là, qui fait le beau temps aujourd'hui, le beau temps de la culture congolaise. Il y a ça la Tanaï, comme avait dit Moïse Mbi. Voilà, ah oui, lui. En tout cas, lui, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect par rapport à la longévité. Tous ceux avec qui il avait débuté depuis les années 2003, 2004, aujourd'hui, ils sont plus, mais lui, il est toujours là, d'actualité, c'est bien. En tout cas, ma caméra, mais Michel Azab toujours là. Dis-moi, vous étiez au nombre de combien dans... Non, vous étiez avec qui? Il y a toi, il y avait Bodéama, il y avait toi, il y avait Mixton. Oui, Sultan El Fuego, je salue comme ça. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qui je pense est devenu un chef, je pense bien... Toi, il n'est plus dans la culture, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'est plus dans la culture, hein. Il s'est même converti, moi j'ai vu son baptême chez ICC, je respecte ça et tout, voilà. Il a choisi le chemin, Dieu l'a appelé et tout, c'est une bonne chose. Nous aussi, on attend notre tour, et voilà, il y a Cerveau Penseur, qui déjà était dans... En fait, qui est dans la musique typique, bon, que jusqu'à aujourd'hui que je n'entends plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, quelle est la carrière et tout. Et à Bob Duguez aussi, que nous avons vraiment beaucoup partagé des affinités. Wana Motonanga Bro, qui est toujours là aussi. Récemment, j'ai vu pas mal de ces projets, de ces tournées et tout, voilà, spectaculaires, en fait, des scènes et tout. Et il y a eu Skomor, qui était plus proche, en fait, c'est un frangin qui a grandi plus avec Mixton et tout. Bon, lui aussi, je pense qu'il n'a plus vraiment appuyé dans la musique. Skomor, après, venait un de mes cadets que je formais, Volca et tout. Après, il y a Scony Burley, qui a fait aussi une carrière. Bon, oui, aujourd'hui, peut-être se retirer, s'est même marié. J'ai appris qu'il s'était marié et tout. Je pense qu'il y a 2 ans de cela. Voilà. Bien que pour toi, Scony Burley. Je pense qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai vu. Il n'y a pas longtemps que je l'ai vu ici sous Porte-Noire avec sa belle voix, mais bon. Voilà, il a décidé de laisser. Ouais. Maintenant, juste, dis-moi. Après que vous avez fait ce morceau, vous avez eu l'argent de Tam Tam d'or, Motona Mouta Bendana. Oui. Bon, maintenant, après ça, toi, qu'est-ce que tu es devenu? Après ça, tu as fait quoi d'autre? Bon, après déjà, cette parenthèse-là, j'étais déjà dans l'événementiel. Et je pense pendant la période de... Nous sommes le Congo. Déjà étant rappeur, j'étais moi aujourd'hui les patrons de Chopin Musique. Maxis Dimon et Issé. Moi j'ai organisé le spectacle de Maxis. Son premier concert de sa carrière en fait. Voilà, à Pointe-Noire, il le sait.
Mais comme les autopsies, je pense que tout ce monde-là, peut-être que j'ai dû citer, cette émission te permettra de récupérer de ces noms-là que tu dois aussi chercher par rapport à l'historique et tout, voilà. Donc aujourd'hui, il est devenu un grand patron aujourd'hui de la fierté. Il y a côté que la musique Nabiso et le Congo. Au lieu qu'on soit toujours là, tu vas voir des gens à Sali Cover, oh, 10 heures, à Sali Balogo, 10 heures, Spotify. Il est sûr que 10 heures a yébillé. Même pas. Mais 10 heures, c'est pour Jay-Z. Donc cela, je dirais que toi, ceux qui osent vendre à 10 heures, donc cela veut dire parfois, puisque Jay-Z a sa bosse. Donc toujours parfois, il faut saler, moi, recap, artiste et tout. Donc cela veut dire parfois en passant, Jay-Z a yébi. Congo, a yébi album, il y a une plateforme. Voilà, les gars, tout tika, parenthèse, tout tika complexe, tout ça, je suis pas musique. Là-haut, dans le Camar, on a musique à Moninga. Même si vous avez la publicité, ça n'a rien. Ah, excusez-moi, autant pour moi. Non, mais n'a pété. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc le gros aujourd'hui, il reprend la plateforme. Moi, j'ai organisé son premier spectacle et tout. Par rapport à sa carrière, il voulait se produire sur scène. Et il avait vu en dédia les toffes. Mais non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es artiste, musicien. Oui. Bon rappeur. Oui. Avec des bons projets artistiques. Comment s'est fait la transition? Comment c'est arrivé que tu quittes la musique ou bien que tu fasses la musique et que tu associes la production scénique? La production scénique. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà à cette époque, les scènes, c'était des trucs qu'on trouvait très très rares. Très rares. Je t'assure que se produire sur scène, vraiment, c'était vraiment un délire. Et moi, je me suis dit que bon, jusqu'à me retrouver même réalisateur parce que je me disais que moi, si je peux produire des spectacles, je peux me produire donc pour moi-même. À la base, je me disais que je le faisais pour moi-même. Que nga fona yego la montage vidéo pour que nga na produit ba clip nga ngemo nga moko. Nga fona yeba ko organiser ba spectacle pour que je puisse me produire en concert moi-même. Alors que j'oubliais que j'apprenais tout ça pour travailler au service des autres. Et c'était ça en fait. Je suis fier de ça aujourd'hui. Même s'il y a certaines qui ne reconnaissent pas mon parcours ou les collaborations que j'ai faites avec ces personnes-là, ben voilà, basta. Mais moi je suis fier aujourd'hui d'être au service pour des gens à ces métiers. Donc c'est par ce souci que je suis tombé dans ça, dans l'événementiel. Ah d'accord. Maintenant, à quel moment tu te dis, bon, j'ai trop donné dans la musique? Je me concentre sur l'événementiel, sur, disons, les spectacles, la production scénique. C'était à quel moment? Tu sais, Majestic, il y a quelque chose souvent que je me rappelle. Le jour que je me suis retrouvé, en fait, Mixon m'appelle. Je crois que c'était quand Mixon se retrouve à la production qu'ils ont eue avec Yakala à une époque. Quand Mixon se retrouve à Yakala, ils étaient sur un projet, je crois, avec Sconi Berly et un frangin aujourd'hui qui est devenu pasteur. Lamoni, bon, ça c'est son nom d'artiste à une époque, mais aujourd'hui je ne sais pas son prénom parce que généralement dans la rue, dans le mouvement on se connaît souvent par des pseudos et tout, voilà. Donc ils avaient, c'était des artistes calés que je salue comme ça en passant le patron de Yakala FM, Franck Mawel et tout, voilà, qui devait produire ces gars-là. Et avait vu qu'il fallait le côté événementiel, donc il voulait un manager pour eux dans l'événementiel, donc d'où lui décaisser de l'argent. Voilà. Mais généralement dans ses recherches, on lui parle de Denja. Les gars, on ne se trompe pas, à cette époque, il y avait vraiment aussi, si c'était pas peut-être de l'autre côté de BAKUS, avec le projet Boost. Qu'ils organisaient au palace de Mpaka, que nous, même à l'époque, moi j'ai rappé dans les scènes de Bacchus qui se faisaient chaque vendredi, si je ne me trompe pas. Après Silhouette Capture, il n'y avait personne dans l'événement. Donc Bissot, moi je suis parmi, moi j'ai donné le goût, je vais taire les noms, ils savent là où ils sont eux-mêmes. Le fait qu'ils m'ont vu produire des spectacles et il y a eu du monde, eux aussi aujourd'hui, comme label, comme organisateur, événements et tout, voilà. Donc, je me retrouve, Mixon part de moi chez Franck Mawel. Et Franck Mawel, ça tombe pas un jeune qui avait 19 ans à cette époque. Waouh, très jeune encore. Très jeune. Et j'arrive, il me dit, oh, c'est toi Denja? Je dis oui. Il dit non, il m'explique le pourquoi on m'avait appelé. Que voilà, la structure Yakala et tout, donc ça c'est mes artistes, mais je voulais une personne pour gérer leur côté événementiel. Là où tu boules un événement, je donne l'argent, tu organises. Il dit, ah,
Mais toi, à ton âge, tu ne travailles pas. Comment tu fais pour organiser des spectacles et autres? Tu travailles? J'ai dit non, non, non. J'ai dit, je m'organise plus ou moins comme ça avec les artistes et autres et tout, mais même moi-même, c'est parti de comme ça en fait. Donc c'est quelque chose, je peux dire que j'ai pas été formé. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas été formé. Donc je comprends que c'est quelque chose que, en dehors du rap, qu'on m'a écrit des textes par mon mentor, personnel, il est sur Terre, DJ Gisto et tout, voilà. Voilà. Donc, mais dans le reste des domaines que j'ai en main, moi j'ai jamais appris ça. Donc d'où je l'explique que vraiment je ne peux pas t'expliquer comment je fais. Mais au moins, il y a une faisabilité. Et il y a du monde. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est vous là avez fait où le lui, premier le show. sérieux et tout. Et c'est comme ça aussi que j'ai continué l'événement. Je me rappelle, avant qu'on arrive à Yagala, parce que j'ai organisé un événement pour Mixon. Et c'était le premier spectacle de la carrière de Mixon en solo. Mixon en concert, en solo. Je ne sais pas si on peut retrouver peut-être les archives, je ne pense pas aussi, que tu devrais montrer. Et à cet studio Vouvou. Si, je ne sais pas si, oui, à cette époque, c'était Sti ou bien Zen, je ne me rappelle plus. Moi, je suis le premier jeune aujourd'hui qui fait que cet studio Vouvou donne accès au mouvement hip-hop d'organiser des concerts. Pour ceux qui peuvent se rappeler de cette époque, ils vont se rappeler. J'ai produit un événement, sans te couper, magique. J'ai produit l'événement de Mixton. Après, je suis venu produire, à l'occasion de l'anniversaire d'un de mes bros, qu'on était ensemble au ghetto et tout, voilà, Mohamed VI, Foumoubar et tout, voilà. Et en troisième, c'est un artiste qui quittait Brazza, qui voulait se produire sur scène, qu'on appelle NNJ, aujourd'hui qui est devenu à Congo. J'ai produit là-bas en concert à la sortie de son album. Donc j'ai fait 3 fois cet esti. Et derrière moi, il y a eu même de la concurrence qui s'est créée dans des histoires d'événementiels des labels avec un de mes frangins que j'ai partagé vraiment des affinités personnelles. Il a créé Ideal Concept, là où se trouvait même à une époque Karov de Beaux-Arts et tout, voilà. Que nous allons saluer comme ça, Karov de Beaux-Arts, Nino Kali, pourquoi pas Let Okwere. Voilà, donc c'est eux qui étaient là. Voilà. C'est ces gars-là, c'est Ideal Concept qui était devenu ma concurrence. Et qui ont aussi fait cet studio Vouvou. Mais moi, je suis la première personne qui a ouvert les rideaux, les portes de cet studio pour organiser des événements. Voilà. Maintenant, à quel moment, parce que je ne pense pas que lorsque tu as commencé ça, tu avais déjà Scala Concept. À quel moment Scala Concept était hard music à cette époque. C'était hard music. Hard music. C'était qu'un groupe musical. Non, pas un groupe musical. Donc il y avait déjà des fondements de l'événementiel. Du label, mais voilà, dans l'événementiel et autres et tout. Et promouvoir en fait des artistes. Mais pourquoi hard music? Parce qu'à cette époque, moi je suis purement hardcore dans mon rap. Donc je mettais en lumière des artistes que moi je kiffais vraiment le rap. Je sentais que ça, c'est du vrai rap et tout. J'organisais des événements pour ces personnes. Maintenant, à quel moment il y a eu une transition entre hard music et Scala Concept? La transition de hard music vient quand nous collaborons, nous travaillons avec Kharkov. Kharkov, oui, je pense bien, hein, oui, je pense bien. Parce que, en fait, avec Kharkov, on a juste symboliser Scala Concept en termes peut-être de logo ou d'emblème et autres et tout, mais à travers un artiste que nous avons en fait, puisque on avait un peu dans l'étoffe, il s'appelle Faf la légende. Actuellement, il est à la chaîne parlementaire à Brazza et tout, voilà. Et à l'Institut supérieur de liberté de communication. Donc, on était quand même deux éléments qui faisaient une équipe dans la réalisation. Audiovisuel, donc des clips qui tiraient autres et tout. On a réalisé un clip d'un gars, je crois il faisait un peu de la world music, hein, typique ou je sais pas, un truc comme ça, Smith. Et dans notre façon de faire les choses, c'est venu comme ça, il dit vraiment vous êtes Scala, vous êtes Scala. Il y avait ce mot-là en journée pendant notre tournage, parce qu'il voyait que les choses se naissaient comme ça. Tu vois, un Scala, en fait, c'est l'envers de Lascar en fait. Donc il trouvait que les choses, comment on arrivait à faire des choses grandes comme ça, on ne s'était pas préparé, donc il y avait un côté vraiment malin, et voilà. Et moi j'ai dit, ben, pourquoi pas aujourd'hui, quand on a fini son tournage, on s'est retrouvé autour d'un pot. Il dit, mais vous allez signer quel nom? J'ai dit, non, Scala, je kiffe bien. Il dit, ben, pourquoi on ne met pas un concept de Lascar? Donc nous, c'est un concept de Lascar, donc Scala Concept et tout. C'est comme ça qu'est né Scala Concept. Voilà. Et en priori, Scala Concept, on était plus basé dans la réalisation. On s'est dit, bon, on va se mettre au service des beaux rappeurs.
pour pouvoir produire, promouvoir ou bien réaliser des clips pour eux et autres et tout. Et on l'a fait avec Mister Kova, avec Ondjimate. Parce que apparemment c'est avec Ondjimate. Pas Ondjima. C'est vraiment avec Mister Kova que vous êtes vraiment vendu. Oui, que Scala Concept a vraiment 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 Scala Concept ni na Mister Kova. Si. Art Music, c'est dans Nous sommes le Congo. Parce que si tu regardes le clip, Nous sommes le Congo au début, tu vas voir même les Art Music qui présentent et tout, voilà. Mais Scala Concept se fait connaître vraiment derrière Mister Kova. Voilà, donc c'était notre premier pas par rapport au délire qu'on a choisi, le nouveau chemin qu'on voulait prendre et tout. Maintenant, je sais, à quel moment tu te retrouvais chez Terre Terre? Chez Terre Terre, bon, je crois que j'étais pas Terre Terre, mais Terre Terre c'était un studio, c'est à l'arrivée de Zeusmine. Voilà, que je salue comme ça en passant, bro. Au moins c'est l'historique. Hein. Zeus quitte de Brazza, sur Pointe-Noire, logé près de notre ghetto, voilà, Moulimbo et autres, et tout là où était notre fief et tout, voilà. Donc, et je pense quand déjà dans le mouvement, quand tu check déjà ça c'est un bro et tout, le courant passe. Donc moi et Zeus, la relation, je me rappelle plus, c'est passé comme ça. Nous avons peut-être partagé des fringues ensemble avec Zeus. Nous avons dormi ensemble avec Zeus. Donc pour moi, je suis arrivé même au niveau, je dirais même j'ai vendu Zeus, tu vois. J'avais déjà ce côté-là. Déjà. Parce que moi je pense que Zeus en premier stud, c'est moi qui l'emmène, je crois bien, entre Aquaba. Avant la naissance de Terre Terre, entre Aquaba Studio et Netson Record. Donc c'est là où Zeus fait ses premiers pas parce que c'est moi qui marchande même Zeus. Parce que quand Zeus Zeus était venu avec un iPod là, bourré des prods. À l'époque, c'était pas Zeus, c'était Canisius Tox Boulevard. Et seuls les vrais savent, c'est vrai, non, là, caché en fille et autres et tout, voilà. Donc, Canisius, bon rappeur de son état et tout, voilà. Très bon rappeur, entre ça, je peux le... Quand j'ai écouté des prods, je dis tiens, ça n'avait rien à voir de ce que nos grands nous faisaient, les caprices dans le hip-hop. En fait, moi, je dis les caprices, c'était des ingé sons, mais ce n'était pas des beatmakers, donc vraiment, le son hip-hop s'était passé là. Zeus, c'est la révolution du beat, de la musique hip-hop, la musique urbaine au Congo, précisément à Pointe-Noire. Parce qu'à Brazza, quand on parle un peu de l'historique, il n'a pas vraiment buzzé là-bas par rapport à ici. C'est ici que Zeus a transformé la chose. Et moi, je disais même à des personnes, à des cousins, que Zeus, c'est mon cousin, il revient du Maroc, il a appris le beatmaking là-bas. Parce qu'à cette époque-là, ces métiers-là, pour apprendre, ça fallait la Tunisie ou le Maroc et autres et tout. Donc, d'où, je me rappelle même, moi, j'ai vendu Zeus chez Boomboy, devant, je crois, Barry. Parce que Barry aussi qui faisait les beats, mais... Oui, maintenant on va à Terre Terre, oui. Et d'où, après l'époque là où lui, on passe Netson Record, après Aquaba Studio, et je crois que à ce niveau naît le studio Terre Terre et tout. Et Zeus déjà, c'était une personne qui était dans la ligne de mire de beaucoup des gars qui voulaient faire des studios. C'est Zeus qui s'est retrouvé là-bas en premier. Et je suis arrivé moi par le canal de Zeus, mais pas... Juste en venant peut-être enregistrer des projets et tout, voilà, dans le soir, et autres et tout. C'est comme ça mon passage à Terre Terre. D'où tu es venu? Je ne sais pas si tu dois dire en vie ou... Est-ce que c'était par la force des choses que tu es devenu... On t'a fait porter cette étiquette, devrais-je même dire, de l'homme de l'opposition? Ça... Ouais. Non, mais je veux savoir, c'est l'histoire en fait. Tu sais, on va être clair, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent. On fait une historique parce que on ne veut pas que les choses passent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu à marquer le mouvement. Il faut les exposer, que beaucoup de gens en profitent aujourd'hui, mais ils doivent savoir d'où vient ce mouvement, lesquels qui ont mis les bases, lesquels qui ont tracé des chemins pour que d'autres aujourd'hui, par exemple vos jeunes frères, par exemple les frères de Vance, et autres en profitent aujourd'hui. Oui, s'ils ne connaissent pas l'histoire vraiment, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un manque de respect et tout, parce que nous à notre époque, on a respecté les Chab Joe. Retracer l'histoire. Retracer l'histoire. Parce que même les Chab Joe, ne t'inquiète pas, je vais les recevoir, moi je me rappelle même en passant, Chab Joe me disait, il était venu me voir, il voulait créer, qu'est-ce qu'il me disait, un dictionnaire hip-hop. Et dans, comme un dictionnaire hip-hop, un truc comme ça, un document qui... partait par ordre alphabétique
Et quand on arrivait, en fait, s'il m'avait exposé ça parce qu'il dit qu'il est arrivé à la lettre D. Et dans la lettre D, dans ses recherches, il voyait Denja. Et il voulait bien parler de moi en ce moment-là, voilà, en passant et tout. Voilà. Nous, on a respecté ces vieux-là. Tiers direction, Âme de Chacal, Bacchus, qui ont fait des choses à cette époque-là. Voilà. C'est eux qui nous ont donné l'engouement de ce mouvement et autres et tout. Donc aujourd'hui, BKUS, voilà, BKUS et autres et tout que je respecte. Si on se retrouvait aujourd'hui dans ce monde, aujourd'hui, c'est des grands comme ça qu'on entend de voir leur parcours et que nous aussi, on a dit qu'on aimerait devenir, pourquoi pas demain comme eux. Et opposition parce que chez Terre-Terre, il y avait eu un mouvement qui se crée là-bas. Je pense que c'est à l'arrivée de Benzo, Teddy Benzo, que je salue comme ça en passant. Voilà, voilà donc avec la création qu'est-ce que tu appelles ça, de BRH, qui venait déjà un peu dans les coulisses. Donc si je comprends bien, tu étais là lors de la création de BRH. Non, pas de lors de la création. Non, en fait, on les voyait venir. Voilà. Parce que c'était un studio d'enregistrement, donc ils recevaient peut-être tout projet, tout label et autres et tout. On les voyait venir, mais sans savoir ce qui se passait là-dedans. On a su ce qui se passait là-dedans quand Zeus, qui Terre se retrouve à Belrage. Donc si je comprends bien, que ce soit les Teddy Benzo, que ce soit les Bacchus, tout le monde venant enregistrer. Oui. Mais quand tu vois Yula est sorti de Terre Studio. En moins, qu'on me dit le contraire, que je me trompe et tout, voilà. Quand tu vois Boucher Double, je pense bien, si je ne me trompe pas aussi, un Boucher Double, là où c'est Bacchus avec, je ne me rappelle plus de ce projet, c'est enregistré chez Terre, hein, à moins que je me trompe et tout. Si c'est avec le projet qu'ils ont fait nous-mêmes prod, il y a des morceaux qui voient. Ange Démon, je pense aussi. Je pense bien aussi, Ange et Démon, oui, c'est chez Terre Studio là-bas, parce que tout ça, c'est la fabrication de The Smiley. Ce n'est que normal, les Benzo, BKUS, peut-être en tant que manager et tout, de ce projet ou label, ont vu vraiment il leur fallait des meilleurs. Puis on a récupéré l'autre. Maintenant, pourquoi opposition? Bon, tu vois, un peu lié avec la politique et tout, on se dit que pour nous, l'opposition, c'était des gens qui étaient contre un peu la façon de faire de certaines personnes avec le hip-hop. D'où on nous verrouillait parfois et autres et tout. Et ce nom, ce truc est parti, cette éthique ou bien ce slogan, cette devise est partie derrière Karkov avec Ondjimate. Là où à la fin, on a signé, on a écrit opposition de retour. Parce que nous, on se disait pour nous vraiment à faire que du rap puriste et tout, du rap pur et tout, donc être vrai. Parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient plus faire du rap puriste. Mais à cette époque, déjà avec le mouvement même américain et le rap game en France, quand ça arrive ici, les gens pensaient, pour les gens, le rap commercial, c'était un truc à 2 balles en fait, des tapettes et tout, voilà, donc à parler monnaie et tout, donc c'était un peu un rap facile. Mais par rapport à un rap là où tu pouvais relater des historiques, dire des choses et tout, voilà. Et dans ce que nous on faisait, on avait un concept qu'on s'était dit, on dit que nous on va être opposants.